Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions, une émission produite grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Non. Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Au sommaire pour vous cette semaine. À Montmagny, on visite la première succursale de petite surface de la SQDC. Dans Vaudreuil-Soulanges, 8 municipalités diffusent les séances de leurs conseils municipaux grâce à la télévision communautaire. À Grande-Rivière, on rappelle que le métier de pompier, c'est dangereux pour la santé. La ville de Saint-Gabriel de Brandon fête son 200e anniversaire. À Rimouski, Linda Lemay participe à la 28e édition du Téléradioton de la ressource. En Gaspésie, la musique traditionnelle est en vedette avec le projet Trad Tournante Gaspésie. Mais pour commencer cette émission, Joanie Godreau-Michaud de la télévision du Littoral nous rapporte que la traverse maritime entre Forestville et Rimouski, qui avait été abandonnée en 2022, pourrait reprendre, mais que cela va nécessiter d'importants investissements. La faillite de la Société de promotion économique de Rimouski s'opère à la fin 2024 n'impacte pas l'évolution du dossier de la traverse Rimouski-Forestville, a assuré la mairesse de Forestville, Micheline Anctil, à la fin de la séance municipale du 21 janvier. Le personnel de la SOPER, 2 personnes ont été transférées à la ville de Rimouski. C'est donc les gens qui continuent à travailler avec nous. Donc, non, pour le moment, ça n'impacte pas le projet. Tout ça va de l'avant. On continue à faire évoluer le dossier. En ce qui concerne les délais pour l'arrivée d'un nouveau navire entre les deux rives, impossible de se prononcer. Une chose est sûre, les élus des 2 municipalités souhaitent un projet pérenne et fiable. On a cet armateur qui est en train, évidemment, d'élaborer son projet d'affaires. On comprendra qu'il y a beaucoup d'argent au rendez-vous. Il y a aussi la stratégie maritime du gouvernement dans la mobilité des biens et des personnes qui peut contribuer. Alors, ce n'est pas des choses qu'on attache rapidement, mais ça évolue bien. Maintenant, même si le quai Forestvillois a subi une cure de rajeunissement, il n'est pas assuré qu'il soit adapté aux nouveaux traversiers. Ça va dépendre de l'infrastructure, dit Mme Anctil. Il pourrait y avoir des travaux à faire sur les 2 quais, autant du côté de Rimouski que de Forestville. En ce moment, les organisations ne sont pas rendues à penser aux travaux à effectuer. Elles sont dans l'élaboration du plan d'affaires du promoteur. Rappelons que le CNM Évolution, qui assurait la liaison entre Rimouski et Forestville, a traversé le fleuve pour la dernière fois au début du mois d'août 2022. Depuis, les 2 rives sont laissées sans service de traversier. C'est à Montmagny que vient d'ouvrir la première petite surface de la SQDC qui permet à la Société d'État de lutter contre le trafic du cannabis au noir dans des plus petits marchés. Jean Carbonneau, de SEMA TV. Préalablement à l'ouverture de la nouvelle succursale de la Société québécoise du cannabis à Montmagny, les médias locaux étaient conviés à venir visiter le point de vente qui sera ouvert au public dès ce lundi 27 janvier. Sur place, nous avons rencontré l'une des porte-paroles de la SQDC, Mme Shuan Pham, qui nous a fait visiter les lieux. Alors bonjour, bienvenue à la SQDC. Alors comme dans toute succursale de la SQDC, il y a toujours un poste d'accueil pour vérifier l'âge des clients et des clientes. Donc à partir du moment où vous semblez avoir 30 ans ou moins, on va exiger une preuve d'âge. Ça, c'est dans toutes les succursales SQDC. Alors ici, c'est la première petite surface de tout le réseau SQDC. Donc la première, c'est vraiment à Montmagny. On va ouvrir le 27 janvier. Donc, vous voyez, il y a des îlots où les consommateurs et les consommatrices peuvent explorer les produits. Juste ici, on a les produits qui sont liés aux comestibles essentiellement, ou les huiles, ou les atomiseurs. Donc, le client ou la cliente peut rentrer et se faire accompagner par un conseiller ou une conseillère pour découvrir les produits. Sinon, ici, il y a la section des prêts à boire.
Donc, on a différentes boissons de cannabis que les consommateurs peuvent se procurer. Ici, c'est un autre îlot, c'est tous les produits du hashish pour ceux qui s'y intéressent et recevoir des conseils de l'accompagnement. Donc, si le client est intéressé à ces produits-là, le conseiller va venir à lui pour lui conseiller, lui suggérer des produits adaptés à ses besoins. Et finalement, on a un dernier îlot ici qui est vraiment l'îlot des rosines et des joints infusés. Donc, dépendamment ce que vous cherchez, bon, ben, le conseiller ou la conseillère va pouvoir vous guider dans le bon choix. Puis ici, on a notre fameux mur qui présente nos produits les plus courants, les plus consommés, c'est-à-dire la fleur séchée en différents formats. On a également les prix roulés avec le nombre d'unités souhaitées et finalement, dans le fond, les produits de CBD. Madame Femme indiquait que la succursale Magny-Montoise constitue la première petite surface de la SQDC à voir le jour, qui correspond à une superficie de 1800 pieds carrés comparativement à une surface régulière de 2400 pieds carrés. Madame Geneviève Giroux, vice-présidente approvisionnement et mise en marché de l'offre, nous explique quant à elle comment la SQDC a vu le jour. Il y a une loi donc, sur le cannabis qui a été faite pour le Québec et le mandat a été donné à la SAQ à ce moment-là, qui a pu réfléchir à la conception de la SQDC pour arriver avec le modèle actuel. Le modèle a été pensé pour être très simple. Donc, on n'a pas d'entrepôt, les livraisons sont directement dans les succursales. Donc, on a voulu faire aussi des modèles de succursales qui sont simples. Madame Giroux nous explique également pourquoi des points de vente de petits gabarits voient maintenant le jour. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que vu qu'on a une étendue à travers chacune des régions administratives du Québec, on a 100 succursales, on a voulu aller chercher des trous de marché. Jean-Christophe Betté-Martel est le nouveau directeur du comptoir Magny-Montois. Il nous présente les détails du magasin dont il a la charge depuis peu. Une équipe constituée de 7 employés, temps plein, temps partiel, plus moi. L'équipe, en ce moment, est en cours de recrutement pour combler quelques postes. Et la première succursale dans le secteur qui a été ouverte, ça a été Lévis. Lévis. Plus tard est venu Rivière-du-Loup. Et entre Lévis et Rivière-du-Loup, on parle de quoi? On peut parler de 120-130 km sans succursale. Donc, il y avait un énorme trou de marché pour les municipalités comme Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, toutes les localités. Donc, de s'implanter ici, entre ces deux succursales-là, c'est une valeur ajoutée pour toutes les personnes qui recherchent à acheter des produits de cannabis, parce que dû à la distance, naturellement, on perdait ces gens-là qui allaient probablement au marché noir. Alors, c'est à compter de ce lundi 27 janvier que la population magny-montoise et des environs aura l'opportunité de venir s'approvisionner en produits du cannabis ici même, au 89 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Ici Jean Carbonneau, CMA-TV Information, Montmagny. Voyons maintenant une entrevue que j'ai réalisée avec Chantal Bédard de CSUR.TV. La télévision communautaire joue un rôle important dans la démocratie de proximité, en particulier en diffusant partout au Québec les séances de nos conseils municipaux. Et je veux faire le point là-dessus avec Chantal Bédard de CSUR.TV parce que, d'abord, bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour. Parce que chez vous, je veux faire le point avec vous là-dessus, parce que chez vous, à CSUR.TV, vous avez un modèle d'affaires qui est tout à fait particulier avec les municipalités. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous faites pour vous assurer que ce qui se passe dans nos conseils municipaux, les citoyens aient accès à cette information. Effectivement, merci beaucoup de me recevoir pour parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Ça fait déjà 8 ans qu'on offre le service de captation et de diffusion des séances des conseils municipaux dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Oui. On parle de 8 municipalités là, réparties sur le territoire. Là. Vaudreuil-Dorion, Hudson, Les Coteaux, Saint-Polycarpe et j'en passe. Et bientôt une 9e qui devrait s'ajouter. Et vous parlez d'un modèle d'affaires, effectivement, oui. Parce que notre télévision communautaire n'est pas financée par les câbleaux distributeurs. Alors, on a dû développer une économie sociale afin de financer nos opérations. Et on charge un montant
aux villes qui nous appuient dans cette démarche-là pour offrir nos services, nos équipements, notre expertise. Et ces revenus-là sont investis dans la télévision et ensuite répartis dans la production d'émissions et les projets culturels, environnementaux et jeunesse qu'on fait dans la région. Donc, vous vous financez là, grâce au soutien que les villes vous font pour vous permettre, bien sûr, de diffuser leurs séances. Mais vous en faites combien de municipalités, Chantal? On est rendu à 8 municipalités réparties. Vous diffusez 8 conseils municipaux par mois. 8 et même parfois 9 parce que des villes, par exemple Vaudreuil-Dorion, qui est le pôle, la plus grande ville de la région, on en fait 2 par mois. On peut, et c'est réparti le lundi et mardi. Alors les lundis et les mardis, assez sur la télé, on est vraiment occupé en soirée. On peut faire de 3 à 4 conseils de ville en même temps, répartis avec 4 équipes, 4 lots d'équipements. 4 installations, oui. 4 installations. Puis l'installation, on est vraiment rendu des experts. Bien, justement. Oui, parlons-en parce que vous arrivez et vous offrez un tout inclus là, à une municipalité quand vous allez. Vous ne faites pas qu'une simple captation à l'hôtel de ville. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous offrez comme je dirais, comme enrobage aux municipalités? Le défi pour la plupart des municipalités, c'est que les séances du conseil ne sont pas nécessairement permanentes toujours au même endroit et c'est dans des salles multifonctionnelles. Donc, les équipements doivent être installés et désinstallés à chaque séance. On arrive environ 1h30 avant. On déploie les équipements. On doit être prête pour 7h ou 7h30. On a 1h pour s'installer et on enregistre tout ça. Et même chose après, on doit désinstaller dans d'une demi-heure notre setup est défait. C'est vraiment des mini studios de télé portatifs qui doivent se déployer. C'est des équipes de 2 personnes seulement pour que ça soit rentable. Donc, une personne au son, une personne à l'image. Dites-moi, mais qu'est-ce que vous offrez aux municipalités? On diffuse en direct? On diffuse sur le net? Et comment on procède? Est-ce que les citoyens peuvent intervenir, ceux qui écoutent ça à la maison? Dites-moi quel genre de service vous offrez? On offre tous les services que vous venez d'énumérer. Chaque ville a, je dirais, ses spécificités propres. Un direct, on a des villes que les gens peuvent participer par Zoom ou par Teams, donc ils ont une interaction virtuelle dans la salle. Il y a des gens dans la salle aussi. Et tout ce beau monde-là discute ensemble, que ce soit virtuel ou en présentiel, avec une amplification sonore dans l'endroit, dans la salle où est-ce qu'on est. Il y a des participants, il y a certaines villes que c'est seulement en audio, d'autres que c'est en vidéo. Il y en a que c'est un direct sur différentes plateformes, que ce soit Facebook, Zoom ou nos propres plateformes, parce qu'on offre aussi le service de streaming à l'interne avec notre propre plateforme qui est redirigée par la suite sur les sites web ou les réseaux sociaux des différentes municipalités. Donc, en faisant affaire avec cesur.tv, je diffuse en direct, je diffuse sur mon site Internet. C'est également enregistré, j'ai l'enregistrement. Et là, vous me dites qu'on peut même interagir avec des citoyens à distance. Et tout ça, c'est un tout inclus que vous leur offrez. C'est un projet clé en main. On arrive, on leur offre le service et ensuite on remballe le tout jusqu'à la prochaine séance. Et on offre aussi l'hébergement aussi. Ah, une fois que c'est enregistré, là, vous pouvez l'héberger et puis permettre que ça soit diffusé sur le site. Mais ma question, est-ce que c'est écouté? Est-ce que vous avez une audience? C'est au début, qui c'est qui écoute les conseils de ville? C'est vraiment long et pas pertinent, mais les sceptiques seront confondus. Ah oui? J'avais pas réalisé à quel point qu'il y avait un besoin de se reconnecter avec sa municipalité, sa ville. On a aussi l'émission ou le conseil de ville aussi est rediffusé sur les ondes de télévision traditionnelles, là, sur nos 2 câbleaux distributeurs, que ce soit Vidéotron ou Cogeco. Mais les chiffres, les statistiques d'écoute sur les plateformes web et réseaux sociaux, c'est du 400-500 personnes par conseil de ville qui va aller écouter soit en direct ou en différé dans les jours qui suivent le conseil de ville. Pourquoi cet engouement? Des chiffres hallucinants. Pouvez-vous expliquer, ça vient de où l'engouement? Bien,
Ce que je pense, bien, premièrement, il y a plusieurs raisons. Il y a eu beaucoup de fermetures de médias locaux. Donc, l'accès à l'information de qu'est-ce qui se passe dans notre région est plus ou moins relayé maintenant, en fait, zéro relayé par nos médias nationaux parce que c'est pas nécessairement leur rôle, à moins qu'il y ait un grand drame. Le fait qu'il y a beaucoup de petits médias qui ont fermé, mais c'est aussi que les gens veulent être informés de qu'est-ce qui se passe. Puis une autre raison aussi, c'est que nos médias, particulièrement c'est sur la télé, on n'est plus sur Facebook, on n'est plus sur Instagram. Donc, l'accès à de l'information crédible est rendu difficile pour le simple citoyen. Alors, les gens, ben, ils ont dû trouver autrement pour connaître qu'est-ce qui se passe, savoir qu'est-ce qui se passe sur leur territoire. Alors, d'écouter le conseil de ville, ben, c'est quand même très divertissant. La période de questions des citoyens est très intéressante aussi parce qu'on voit vraiment ce qui préoccupe la population actuellement, on les entend. tout dépendant des municipalités. Est-ce qu'il vous arrive parfois, et je vais poser la question, là, mais est-ce qu'il vous arrive parfois de travailler pour Infoman? Parce que souvent, il arrive des choses croustillantes parfois dans nos conseils de ville. Ben, je pourrais vous dire qu'on n'a jamais eu aucune demande spécifique de Infoman. Et je peux vous dire qu'en 8 ans, il y a seulement eu un petit extrait qui a été récupéré par Infoman dans les villes que nous couvrons. C'était un moment cocasse qui a été utilisé dans un spécial Halloween, mais c'est la seule fois qu'Infoman, peut-être que notre travail comble amplement peut-être simplement que votre présence, le fait que la séance soit télédiffusée, vous permet d'établir un certain protocole également à l'intérieur de la salle, là. Les gens savent qu'ils ne sont pas en vase clos et c'est important, votre rôle là-dessus. Effectivement, puis fait cocasse, quand on a commencé, il y a 8 ans, là, il y avait beaucoup d'insécurité au niveau des élus, puis je ne veux vraiment pas dire de nom, mais certains élus m'ont dit, mais là, ils vont savoir tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Les citoyens vont venir nous faire un spectacle, tout ça. Mais ce qui s'est passé, quand la télévision est rentrée dans les premiers conseils de ville il y a quelques années, naturellement, il y a un décorum qui s'est mis en place. Les gens se sont mis à faire plus attention de la façon qu'ils parlent, de ne pas juste, cherche le mot, pitcher leurs idées comme ça, là, sans aucun filtre, et des deux côtés, là, autant les élus que les citoyens. Et c'est devenu une plateforme qui a permis à d'autres groupes de personnes, et non toujours les mêmes, de pouvoir venir s'exprimer, parce qu'ils ont compris que maintenant, il y a une tribune citoyenne pour venir s'exprimer. Et il y a des groupes qui participaient pas nécessairement aux séances du conseil avant. Comme par exemple? Par exemple, je peux vous donner un exemple. Il y a la Chaise des générations, qui est un mouvement géré par les maires au front un peu partout au Québec. Ils ont vraiment ciblé pour commencer leur initiative les villes, les municipalités dans la région qui sont diffusées. Ça leur a permis de faire du pouce. C'est devenu une promotion de leur débat parce que c'est diffusé en direct et ils ont pu faire la promotion, puis là, ben, les autres villes, ils ont vu, ils l'ont fait là. Fait que c'est devenu une tribune. On a eu certains groupes environnementaux, des groupes de jeunes qui sont venus faire des demandes spécifiques. Ils ont vraiment ciblé les conseils de ville qui étaient diffusés en premier. Parce que l'impact était plus grand, puis ça permet aux citoyens aussi d'avoir un impact sur la démocratie de proximité. Oui, et qu'en pensent les élus? Est-ce que vous avez des commentaires de la part des élus? Il y a une belle évolution depuis les 8 dernières années. On a commencé, on en faisait 1 ou 2, puis à chaque année, on en rajoutait 1 et 1. Et je peux vous dire qu'on a une relation vraiment intéressante parce que c'est la transparence. C'est un intégral qui est diffusé avec aucune coupure à aucun moment. Donc, ça rassure tout le monde parce que l'information n'est pas biaisée, n'est pas modifiée. C'est tel quel. Puis notre télévision communautaire, ben, vous le savez, on est régi par une éthique journalistique. Donc, on s'assure que ça soit l'information véridique. La rigueur est importante. Donc, les élus apprécient ça et les citoyens apprécient aussi parce que c'est la vérité qui est diffusée. Et vous avez un exemple, un groupe de jeunes là, qui a décidé justement de profiter de ces tribunes-là pour faire avancer des projets.
Oui, bien, des jeunes secondaires de l'école Les Navigateurs à Saint-Zotique spécifiquement, Oui. avec leurs professeurs de géo plein air, le projet, c'était de se promener dans leur municipalité puis de trouver des problèmes, principalement au point de vue environnemental ou au niveau des Oui. bâtiments. Et ensuite, ben, de trouver des solutions, donc de pas juste décrire une problématique, mais de la comprendre Oui. et ensuite de faire des propositions. Et leur projet, ils sont allés le déposer, le présenter à la séance du conseil devant les citoyens, devant les élus. Et là, maintenant, bien, c'est dans le procès verbal. Les élus sont obligés de donner suite. C'est pas seulement une présentation d'école, c'est une vraie demande de citoyens à part entière, même si les étudiants peuvent pas encore voter. Et eux, c'est intéressant parce qu'ils vont découvrir la machine municipale, qu'est-ce qui relève du fédéral, du provincial. Bon, fait qu'il y a des enjeux que la plupart des citoyens eux-mêmes, même adultes, comprennent pas. Puis aussi, ben, s'ils ont un nom, ben, l'élu n'a pas le choix de donner suite. Fait que c'est une expérience des deux côtés, autant pour les élus que pour les étudiants. Puis le projet n'est pas terminé parce que là, ça a été présenté. Oui. Nous, on va les suivre, les élus, parce qu'on va s'assurer qu'il y a une réponse cohérente à la demande. Oui. Fait que ça, c'est une expérience vraiment, vraiment intéressante qui a été mise en place puis qu'on a suivi là, au cours de l'automne. Bien, justement, là-dessus, Chantal, et pour conclure, là, je sais que vous nous avez préparé un reportage pour nous présenter le cheminement que ces jeunes-là ont fait à l'intérieur des conseils municipaux. Discussion intéressante sur le rôle de nos télévisions communautaires pour s'assurer que rien ne se passe à huis clos et de plus en plus de gens puissent participer à notre démocratie municipale. Chantal, ça a été un plaisir de vous accueillir et puis on va écouter à l'instant votre reportage. Dans le cadre de leur cours de géo plein air, des élèves de l'école secondaire Les Navigateurs à Saint-Zotique ont proposé des projets aux élus de leur municipalité afin d'améliorer leur environnement bâti. Parlez-moi des objectifs du projet qui est mis en place à l'École des Navigateurs. OK. Bien, dans le fond, dans le cadre du cours de géo plein air, les élèves doivent, dans le fond, s'impliquer dans la politique municipale afin de changer l'environnement bâti de leur ville. Le but, c'était d'amorcer le sujet en leur faisant vivre les îlots de chaleur. Dans le fond, on partait de l'école, puis on marchait les rues, puis je les faisais marcher dans les rues où est-ce qu'il n'y a aucun arbre, où est-ce qu'ils sont toujours dans les îlots de chaleur. Vous avez été obligés de découvrir votre municipalité. Vous avez été obligé d'aller dehors, puis de marcher, puis trouver des problèmes. Est-ce que vous aviez déjà fait ça? Non. Non? Mais avant, quand je marchais, je m'en foutais un peu de ce qu'il y avait, mais après, quand j'ai fait ce cours, j'ai compris que, en fait, ce qui nous entoure, c'est vraiment important. On avait 4 coins de rue qui étaient spécifiques, où est-ce qu'ils devaient prendre des notes d'observation en lien avec la sécurité, les îlots de chaleur, la façon dont la ville est structurée. Puis, sur leur feuille, il y avait le plan de qu'est-ce qu'il devrait y avoir au lieu de qu'est-ce qu'il y a actuellement. Le projet que nous avons à vous proposer est de rendre la colline du parc Régent Boisvenu plus sécuritaire pour la saison hivernale. Nous allons vous proposer un design de glissade sécuritaire, des règlements et un protocole de gestion et d'entretien. En équipe de 1 ou 2 ou en équipe de ville, parce qu'on a quand même 3 villes à faire, bien, ils devaient aller présenter là, aux élus et aux maires, bien sûr, leur projet puis leur inquiétude par rapport à ça. Ça a été quoi votre réaction quand que votre professeur a dit « Bon, bien là, tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez fait, on va aller le présenter à des gens à la ville. » J'ai comme un peu eu peur parce que j'avais peur qu'ils n'acceptent pas mon projet puis des choses comme ça, mais j'avais surtout peur de parler. J'étais gênée. Ben moi, ça m'a beaucoup surprise parce que j'ai souvent de la misère à parler devant le monde, mais ça m'a ouvert l'esprit puis j'étais comme ah ben peut-être que ça va aider à la ville à genre s'améliorer. Je suis venue pour essayer d'améliorer une problématique que j'ai remarquée. J'aimerais que la piste cyclable soit éclairée à partir de la rue Bissonnette qui continue jusqu'à la rue Montée-du-Comté. Une des raisons pourquoi que je fais ce projet-là avec les élèves, c'est qu'ils n'auront pas le droit de voter avant l'âge de 18 ans, mais en étant citoyen d'une ville, c'est le premier maillon, au fait, c'est le premier niveau de démocratie. J'avais proposé de mettre plus de nature puis meilleure sécurité sur la rue principale. Puis même s'ils nous donnent l'impression qu'ils nous écoutent, j'ai comme une autre impression que je suis pas sûre que ça va vraiment arriver. C'est sûr que oui, peut-être qu'ils n'ont pas tout écouté, mais peut-être qu'ils en ont quand même écouté comme quelques-uns, puis ils vont peut-être faire quelque chose, mais il faut juste comme
rester à l'écoute de ce qu'ils vont faire, là. À l'occasion du mois de la prévention de la santé chez les pompiers, Jean-Denis Laperrière de la télévision du Rocher-Percé s'entretient avec le directeur du service des incendies de Grande-Rivière, M. Luc Lebreu. Alors, le mois de janvier est le mois de la sensibilisation au cancer chez les pompiers. Et pour en discuter, je suis en compagnie du directeur du service de sécurité incendie de la ville de Grande-Rivière, Luc Lebreu. Bonjour. Bonjour. Donc, le mois de la sensibilisation, ça a été mis en place au mois de janvier 2024. Donc, c'est la deuxième fois que c'est souligné. Pourquoi est-ce que c'est important cette action-là? Bien, en fin de compte, c'est pour faire comprendre à la population que le métier de pompier comporte des dangers qui sont invisibles, tels que le cancer des contaminants auxquels on est confronté lors des interventions. Oui, avec les années, on a amélioré nos méthodes de combat. On porte maintenant l'appareil respiratoire du début à la fin de l'intervention pour protéger nos voies respiratoires. Mais les contaminants peuvent pénétrer dans le corps humain par d'autres voies, telles que par la peau. Oui, parce que tu me disais tout à l'heure que, oui, bon, tu parles de l'appareil respiratoire, fait que inhaler les fumées. À cette heure, normalement, c'est supposé être réduit à son strict minimum. Mais tu me disais tout à l'heure que quand vous pénétrez dans un incendie, c'est 600 degrés, donc les pores de la peau ouvrent, fait que les contaminants peuvent rentrer par là. Effectivement. Donc, on met en place, on sensibilise la population, oui, à l'effet du danger, mais on met en place des procédures, des protocoles pour protéger les pompiers. Donc, après une intervention, lorsqu'on est en contact avec la fumée, sur les lieux d'intervention, aujourd'hui, dans nos protocoles, on procède à un genre de pré-décontamination sur les lieux. Donc, oui, on arrose le pompier avec un petit jet pour enlever les contaminants sur l'habit de pompier et on procède au brossage pour enlever le plus de contaminants possible qui puissent avoir logé sur l'habit de pompier lors de l'intervention. Vous faites de la décontamination sur place, mais vous en faites aussi... il y a une procédure aussi de décontamination qui se fait aussi à la caserne. Oui, au retour de l'intervention, on s'installe dans notre petit secteur qui était prévu à cet effet, donc pour la décontamination. Donc, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans la caserne, tout le monde doit passer par ce secteur-là, décontaminer nos équipements, on les enlève au complet, on les nettoie dans ce secteur-là, que ce soit les habits, les équipements qui ont servi lors du combat de l'incendie. Donc, on décontamine au complet pour éviter que le pompier soit en contact avec des contaminants. D'ailleurs, c'est une bonne chose que la Ville ait construit cette nouvelle caserne-là parce que vous n'aviez pas ça avant, cet espace-là de décontamination dans l'ancienne caserne. Donc là, vous êtes rendu... Oui, parce que s'il y en a qui se rappellent, l'autre bâtiment était beaucoup, beaucoup plus petit. On avait 3 véhicules à l'intérieur de petites casernes, donc on avait de la misère à circuler entre les véhicules. Donc, c'était la proximité. De plus, les habits de combat étaient logés dans les bureaux. Donc, on n'était pas équipés pour décontaminer nos habits. Donc, on respirait ça. Après une intervention, on pouvait respirer ça quelques jours de temps. Tu me donnais tout à l'heure des statistiques là, en pourcentage là,
pour les risques de contracter puis pour en décéder aussi. Là, ça, OK. Comparativement à la population générale, le métier de pompier, on a 9 des chances d'avoir le cancer, 9 de plus des chances d'avoir le cancer, comparativement à la population, et 14 de plus de chances d'en décéder, comparativement à la population générale. Ça, c'est selon les statistiques. OK. Puis, en termes de cancer, il y en a qui sont reconnus par le gouvernement. Tu m'as montré tout à l'heure que, juste au Québec, on en a... pas juste, mais plutôt au Québec, il y en a 9 présentement, comparativement à 22 pour la Saskatchewan. Ces cancers-là, pour donner une idée, c'est quoi qui est reconnu comme... je ne sais pas s'il faut dire maladie professionnelle ou cancer professionnel là, chez les pompiers, qui est reconnu, en tout cas ici au Québec. Oui, dans les 9, la liste et sortir, là, mais comme on a dit, il y en a 9 présentement. En 2025, la CNSST va en reconnaître 6 de plus, donc on va être à 15. Comparativement, si on parle de la province de la Saskatchewan, qui sont à 22, Colombie-Britannique, 19, cancers reconnus. Donc on est encore loin, mais c'est un début. C'est tout récent, de toute façon, la reconnaissance de ces cancers-là pour les pompiers. Donc, qu'est-ce qu'il n'y avait pas avant? Donc, aujourd'hui, d'emblée, qu'un pompier, s'il y a eu un de ces cancers-là, c'est considéré à cause de son métier de pompier. Merci beaucoup de votre passage. À Saint-Gabriel-de-Brandon, plusieurs activités se dérouleront tout au long de l'année pour souligner le 200e anniversaire de la municipalité, nous rapporte Danny Bérubé de CTB-TV. 2 siècles se sont écoulés depuis que M. Bernard Mondet décida de s'installer sur le territoire en 1825. Depuis, la municipalité s'est développée grâce à la résilience, au courage et à la solidarité de ses habitants. Aujourd'hui, la municipalité célèbre fièrement 200 ans d'histoire, de tradition et de fierté. C'est à l'hôtel de ville de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon qu'a eu lieu le dévoilement des événements du 200e anniversaire de la municipalité. Un peu moins d'une douzaine d'activités sont prévues au cours de l'année 2025. Lors de cette soirée, la première allocution fut prononcée par le député de Berthier-Masquinongé, M. Yves Perron, suivi naturellement par celle du maire de la municipalité, M. Mario Frégon. Bonsoir, Saint-Gabriel-de-Brandon. 200 ans, mes amis, c'est beaucoup 200 ans. On a célébré plusieurs anniversaires dans la région, mais 200, c'est un gros chiffre. Et c'est une belle fierté. Puis le développement de la zone un peu plus nordique de notre MRC, le royaume du skidoo, je ne sais pas, là, avec les dérèglements climatiques, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines années, on verra. Il va peut-être falloir mettre des roues devant les skidoo, mais c'est un grand plaisir pour moi d'être avec vous. Puis je vous dis bonne fête. Puis là, on s'enligne dans une série d'activités. Puis là, je ne vais toutes les dire, mais c'est pas vrai. Je vais laisser des punchs à M. le maire et à M. le préfet. Je suis très heureux d'être avec vous. Un bon 200e. Bien, bonsoir à vous tous. Bienvenue. C'est le fun de vous voir en si grand nombre. Puis, est-ce que vous aimez nos chandails? Oui! C'est avec une immense fierté et beaucoup d'enthousiasme que nous vous accueillons aujourd'hui pour le dévoilement de la programmation des festivités du 200e anniversaire de cette belle municipalité. Cet événement historique marque 2 siècles d'histoire, de tradition et de fierté qui ont façonné notre communauté. Les festivités que nous vous dévoilerons aujourd'hui reflètent l'âme de Saint-Gabriel-de-Brandon. Une communauté vibrante aux traditions et avenirs s'entrelacent. Préparez-vous à une année mémorable, remplie de moments rassembleurs, de découvertes et de célébrations uniques. Merci d'être ici avec nous pour partager cet instant historique et au plaisir de vous voir lors des activités du 200e. Merci beaucoup à vous tous. La soirée s'est poursuivie avec un discours du présentateur officiel du 200e anniversaire, M. Martin Rondeau, président de l'Anneau Industrie. Par la suite, la programmation de l'année à venir a été dévoilée. Chaque partenaire associé à ces événements a pris la parole pour détailler davantage les activités qu'il organise.
J'ai eu le plaisir de m'entretenir avec le maire, M. Frégon, qui semblait très fier de ces événements à venir et surtout de son nouveau chandail. Monsieur Frégon, quelle belle nouvelle qu'on apprend aujourd'hui avec toutes ces activités-là qu'il va y avoir au 200e. Ça fait un bout de temps, là. J'imagine que vous travaillez là-dessus? Oh, ça fait au-delà d'un an qu'on travaille sur ça avec l'équipe municipale. Donc, il va y avoir, comme on a pu voir ce soir, là, beaucoup de projets, pas de projets, mais d'activités qui s'en viennent. Beaucoup d'activités tout au long de la saison. On doit en avoir une douzaine minimum. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter ou c'est pas mal complet? Présentement, c'est pas mal complet, mais on regarde encore à d'autres pistes de solutions pour en trouver d'autres, pour venir se greffer au projet. Et j'imagine que Mme Frégon, elle va trouver le temps long parce que vous allez être bien occupé cette année. Elle sait déjà, je suis pas souvent à la maison. Non, j'imagine. Monsieur Frégon, vous portez un super beau chandail. Attendez, vous n'avez pas vu le meilleur? Oui, montrez-nous ça. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Oui, on le voit bien. C'est un chandail qui va être offert à la population. Les gens vont pouvoir l'acheter. Oui, effectivement. Ça va être à quel endroit? Où on va pouvoir se le procurer? Au bureau de la municipalité. OK. À partir de janvier 2025? Bonne question. Je n'étais pas préparé. Je peux vous trouver la réponse tout de suite, mais au début de l'année. OK. De toute façon, l'information va être sur le site. Exactement. Puis on va avoir notre bière aussi à l'effigie de la municipalité. Qui, en passant, on a pu y goûter, est très, très bonne. Elle est excellente, oui. Oui. Bien, merci beaucoup, puis on vous souhaite un très beau 200e. Bien, merci beaucoup. Au plaisir de tous vous voir au 200e. Merci. Merci. Le premier événement, une randonnée au flambeau dans les sentiers Brandon, débutera les festivités du 200e anniversaire le 25 janvier 2025. Plusieurs autres activités seront offertes au cours de l'année, telles qu'une revue sur glace au Centre sportif et culturel Brandon, une aventure de pêche, un tournoi tant attendu par plusieurs amateurs de pêche, une journée découverte pour expérimenter différentes activités nautiques, sans oublier bien sûr le Petit Mondial de la pétanque qui aura lieu les 16 et 17 août au Centre multifonctionnel Desjardins du nord de la Naudière. Un événement très prisé depuis quelques années dans la région. J'ai rencontré M. Étienne Bertrand pour nous parler de cet événement. Je suis avec M. Étienne Bertrand de la Fédération de la pétanque du Québec. Cette année, pour le 200e, ça va être la 3e édition de votre... tournoi, oui, la 3e édition du Petit Mondial qui va se passer à Saint-Gabriel. On est très heureux de participer à cet événement. C'est un des plus gros tournois de la province du Québec. L'année dernière, on a eu 1500 personnes qui sont venues visiter. Cette année, on attend plus de 2500 personnes. Wow, pour le 200e. Pour le 200e, parce que les bourses sont très grosses pour les joueurs et on attend de gros joueurs comme M. Jean-Michel Delancourt, champion canadien, qui va venir participer au mondial à Saint-Gabriel-de-Brandon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça se passe ici à Saint-Gabriel-de-Brandon, au Boulodrome. C'est bien ça? Exactement. Nous, on a une vieille affinité avec le Boulodrome de Saint-Gabriel. Je donne des formations pour les jeunes, pour les préparer pour la Coupe du monde junior. On est toujours au Boulodrome, donc on est comme chez nous. Et justement, vous parliez de la Coupe du monde pour les jeunes. Ça se passe cette année à Joliette, c'est tout ça? C'est pas cette année, c'est l'année prochaine. La Coupe du monde 2025 se passe à Joliette. 42 pays vont être représentés et je serai fier d'avoir des jeunes de la région pour représenter le Canada à cette Coupe du monde junior. Oui, tout à fait. C'est un gros événement. Mais là, vous me parlez de Coupe du monde, mais en ce moment, il se passe quelque chose là, à travers le monde. Là. Oui, en ce moment, c'est la Coupe du monde senior à Dijon, en France, et on a bien entendu Jean-Michel Delancourt, un Lanaudois reconnu qui participe à cette Coupe du monde. Et j'espère qu'il va faire comme les autres années, nous ramener une belle médaille. Là, on va se croiser les doigts. Merci, oui. Merci à vous, puis on vous souhaite un beau 200e. Oui, merci. Merci à la ville de Saint-Gabriel-de-Brandon. Merci. L'événement de clôture du 200e sera le 19 décembre au Centre multifonctionnel Desjardins avec le Ski Fest, une soirée extérieure avec DJ, animation et feux d'artifice. Au cours de la soirée, 2 dames membres du Cercle des fermières de Saint-Gabriel-de-Brandon sont venues nous présenter l'œuvre patrimoniale, un tartan qu'elles ont créé pour ces festivités. J'ai donc rencontré ces 2 dames après la conférence pour en apprendre davantage sur cette œuvre.
Je suis en présence de Mme Cousineau et Mme Gamelin, qui sont représentantes pour le Cercle de fermières de Saint-Gabriel de Brandon. Bonjour. Bonjour, bonjour. Parlez-nous de cette œuvre d'art-là. Qu'est-ce que c'est exactement encore? C'est un tartan. Un tartan. Un tartan. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un tartan, oui? Un tartan, c'est une pièce de tissu, c'est le karaté, on peut dire. C'est la pièce de tissu, les couleurs qui représentent un clan en Écosse. Mais ici, il va représenter la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Fait que donc, ça représente un clan, ça représente la municipalité. Donc, toutes ces couleurs-là, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous les avez choisies à partir de... Je les ai choisies à partir des armoiries de Saint-Gabriel de Brandon. Okay. Bien, je dis j'ai, mais c'est pas juste moi, là, c'est ma partenaire aussi, Lorraine. Parce que... oui. C'est le groupe au complet, là. Le cercle de fermières, c'est pas juste nous deux, là. Ouais. Nous deux, on a plus confectionné, mais on a toujours chapeauté le projet. Et comment on vous a approché pour démarrer ce projet-là? C'est un défi que j'ai lancé en réalité. C'est moi qui ai eu l'idée de faire un tartan pour la municipalité. Je me suis dit, ça va être un beau défi pour les fermières, puis tout le monde va être bien content, puis la municipalité était partante dans ce projet-là. Ah, puis là, on m'avait dit aussi que ça, là, personne ne va pouvoir copier ça, là, hein? Personne, non. On va le faire homologuer en Écosse. Puis on paie un certain montant pour que personne puisse reproduire ce tartan-là pour 300 ans. Et à quel endroit on va pouvoir le voir, le tartan? Ici, à la municipalité. Bien, bravo, mesdames. Félicitations. Bien, merci beaucoup. La municipalité attend donc en grand nombre les citoyens et citoyennes ainsi que les visiteurs pour participer à ces événements tout au long de l'année afin de rendre hommage au passé. Vous retrouverez tous les détails de la programmation sur le site Internet de la municipalité. Bon 200e Saint-Gabriel de Brandon. L'autrice, compositrice, interprète et guitariste Linda Lemay était l'une des têtes d'affiche du 28e Téléradioton de la Ressource qui a été présenté sur les ondes des télévisions communautaires le 26 janvier dernier. Marc Després de TV Métis l'a rencontré. Linda Lemay, vous avez une grosse tournée qui vous amène en Europe. Et aujourd'hui, vous êtes du côté de Rimouski. Comment vous avez fait pour trouver un petit trou pour la ressource? Bien là, ça va mieux. Début 2025, je n'ai que quelques spectacles éparpillés au Québec. Donc, ça me laisse du temps pour souffler un petit peu, pour faire du ménage dans la maison et pour venir vous voir ici. Parce que quand j'ai parlé à Nelson Mainville, que j'ai rencontré un petit peu par hasard à un spectacle de rock voisine, il m'a parlé de la ressource et tout ça, de l'événement qui se passait en janvier. Et là, je lui ai dit, mais en janvier, c'est plus lousse que d'habitude, donc il y aurait peut-être des chances que je puisse participer et ça s'est réalisé pour mon plus grand bonheur. Et sans aucun doute aussi que ceux et celles qui sont ici ce soir et qui vous verront éventuellement à la télévision. Donc, la vie est comme un conte de fou. Le titre de votre spectacle, je pense qu'à quelque part, c'est un bon descriptif. Là. Oui, j'avoue que, tu sais, avec la pandémie qu'on a connue et tout ça, puis avec tout ce qui se passe récemment, la vie est un conte de fou. Ça se prêtait bien comme titre pour le spectacle. Cependant, le spectacle a évolué et ce qu'on présente en 2025, ça s'appelle La 11e folie. Donc, on continue sur la même lancée. Donc, c'est un spectacle qui est très dépouillé avec Claude Pinault, avec Marc-Angé au violon aussi, et que de l'émotion. Et c'est ça qu'on va vivre ce soir aussi, plein d'émotions, plein d'amour aussi. La salle va être remplie d'amour ce soir, puis c'est comme ça qu'on aime vivre des spectacles. Parce que l'une de vos folies depuis 2020 et qui s'est concrétisée, finalisée en 2023, ça a été de lancer 11 albums de 11 chansons. Donc, ça aussi, c'est une folle aventure. C'est la chose la plus folle que j'ai pu me lancer comme défi. C'est sûr que quand j'ai eu cette idée-là, c'est que je venais de perdre mon plus fort de papa. Puis quand on perd un homme de cette qualité, on le perd physiquement parce que j'ai toujours senti sa présence quand même. Bien, ça bouleverse une vie, puis ça nous fait réaliser aussi à quel point tout est précaire, tout est fragile. La vie peut basculer d'un jour à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait faire si on savait qu'on était pour quitter ce monde dans quelques jours, dans quelques mois? Moi, ça a été, je peux pas m'en aller ou arrêter de vivre parce que c'est ce qui me passait par la tête. Je me disais, tout peut basculer à tout moment. On ne sait pas ce qui nous attend, donc
qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Et moi, c'est toute mon inspiration. Ça m'habite toujours autant qu'à mes débuts. Quand j'avais 23 ans, j'écrivais, j'en avais jamais assez. J'aimais chanter, j'aimais toucher les gens avec mes chansons. C'est encore le cas aujourd'hui. J'ai 58, oui, c'est bien ça. et c'est la même jeunesse à l'intérieur de moi, la même spontanéité quand je fais les choses. J'ai envie de me surprendre moi-même avec des nouvelles histoires et je le fais toujours de mon mieux. Puis je me rends compte que le public me suit dans toutes ces aventures-là. Donc, la 11e folie, je vais la partager avec un très large public, un petit peu partout dans la francophonie. Et bien entendu, bon, ce soir, avec la ressource, bon, 3-4 pièces environ. Comment vous avez fait pour choisir? Parce que là, vous en avez un éventail incroyable. Bien, c'est sûr que comme on parle de handicap, il y a beaucoup de mes chansons qui parlent de la différence. Toutes sortes de différences, dont le handicap. Il y a la paralysie cérébrale que j'aborde dans une chanson qui s'appelle « Anne ». Ça, c'est suite à une rencontre que j'ai faite parce que j'aime ça, moi, faire durer les spectacles, puis rencontrer les gens après les spectacles, puis discuter avec eux. Il y avait une personne comme ça qui était dans la file à un moment donné. Ça doit faire presque 20 ans déjà que j'ai écrit cette chanson-là qui s'appelle Anne. C'est un garçon, cependant, avec qui j'ai eu comme un coup de foudre amical. Il n'y avait pas de mots échangés parce qu'il était incapable de formuler, de prononcer les mots. Mais dans le regard, tout ce qu'on a échangé, on se disait, ben non, mais là, c'est mon meilleur ami, là. Et là, je me suis tellement reconnue en lui que quand j'ai écrit la chanson Anne, qui parle de quelqu'un qui est accompagné parce qu'il peut pas... en tout cas, la personne ne peut pas s'exprimer comme elle aimerait le faire, mais toutes ces idées qui sont là, qui bouent dans sa tête et tout ça... Quand j'ai écrit ça, c'est comme si c'était moi qui l'écrivais. Okay. C'était moi qui étais piégée dans un fauteuil. Donc, c'était pas dur à écrire parce que c'était mes propres réactions, mes propres frustrations aussi d'être coincée dans ce fauteuil-là. Et c'est une chanson qui est pleine d'espoir parce que ça donne une voix, justement, à ceux qui ne peuvent pas communiquer aussi facilement que nous. Et pourtant, le miracle s'est produit parce que quand je l'ai rencontré, on n'a pas eu besoin de mots pour communiquer exactement tout ce qui se passait dans nos cœurs. Et pour vous, comme vous l'indiquiez, bon, que ce soit un spectacle en Europe ou au Québec, l'important, c'est le fan, c'est celui qui est dans la salle, c'est de lui permettre de passer une belle soirée. Là. Exactement. C'est de la magie. Quand on a la chance d'être debout sur une scène, d'avoir un public qui a choisi de venir nous écouter, bien, il faut être dans la gratitude, puis il faut faire ce qu'on aime faire de notre mieux, puis offrir tout ce qu'on a dans le cœur. Puis c'est vraiment ça qu'on va faire ce soir à ce bel événement. Et donc, malgré ces 11 albums, est-ce que vous en préparez déjà un autre? Bien, il y a déjà des nouvelles chansons qui sont nées depuis. Alors, c'est sûr que ça s'enligne vers ça, mais je ne rush rien en bon québécois. Je prends mon temps parce que je vais dire qu'après avoir créé 121 chansons, j'avais besoin de me nourrir, donc de lire plus que d'écrire et tout ça. Cependant, quand j'entre dans une phase où est-ce que je me sens inspirée, je ne retiens pas l'inspiration. J'obéis à mes débordements d'émotions. Ça donne des chansons. Donc, quand le nombre de chansons sera suffisant, bien, je vais avoir le réflexe de vouloir offrir un album au public, bien évidemment. Et si jamais l'un de vos fans vous croise, là, il ne faut pas qu'il soit gêné. Hein? Donc, ça vous fait toujours plaisir de leur parler. Moi, c'est un cadeau. Quand les gens m'abordent, c'est jamais comme « Oh, mon Dieu, non, laissez-moi tranquille, jamais de la vie. » Moi, c'est comme « Oh, on me reconnaît, on souligne que mes chansons plaisent et touchent encore. Ben mon Dieu, c'est merci, merci. Venez, on va se prendre des photos, on se crée des souvenirs. La vie est courte, alors profitons-en puis donnons-nous de l'amour. » Voilà. Donc, pour vous, une longévité, c'est grâce justement à cet amour qui vous est attribué. Oui, bien c'est ça. Moi, je vois pas le jour où je vais prendre ma retraite parce que mon métier, c'est des rencontres. Mon métier, c'est de la musique. Puis de la musique, on en a besoin pour vivre. Moi, si j'avais plus de musique, c'est comme d'arrêter de respirer. Donc, on va en profiter, on va faire plein de musique, puis on va pas prendre de retraite et on va se promener, faire des heureux des deux côtés dans la salle. Sur scène, je suis heureuse et dans la salle, tant mieux si le public est heureux.
Est-ce que ça vous donne encore suffisamment de temps quand même pour... Bon, vos 2 filles, je pense, sont rendues adultes. Ben oui, ma grande fille, elle a 27 ans maintenant, puis c'est elle qui me donne plein d'émotions parce que c'est elle qui brille en faisant du trapèze volant dans des cirques à travers le monde. Ça fait 2 Noëls où est-ce qu'on voyage parce que je m'en vais la voir vu qu'elle n'est pas présente au Québec. On est allé en Allemagne, je suis allée au Portugal là, à Noël pour l'applaudir. Donc, c'est la maman qui se retrouve dans la salle en train d'applaudir sa star. Et ma plus jeune vient d'avoir 18 ans. C'est une artiste dans l'âme, elle aussi. Elle aussi ne vit que pour la musique et que pour ses lectures. Et donc, une très, très belle artiste, une belle humaine. Alors, je suis une maman choyée. Ruby est assez discrète en ce moment. Je ne sais pas où est-ce que son amour pour les arts va l'amener. Donc, je la laisse vivre ses expériences. Et puis, si vous arrivez à la découvrir, bien, je suis sûre que vous allez être éblouis. Et maman va suivre le tout de très près. Oh que oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le projet Trad Tournante Gaspésie invite les musiciens de partout au Québec à faire revivre la musique traditionnelle de la Gaspésie. Un reportage de la télévision de la Haute-Gaspésie. Bonjour, donc mon nom c'est Émilie Brûlé et j'ai eu l'idée de commencer les fins de semaine de musique traditionnelle, un projet qui s'intitule Trad Tournante Gaspésie. Donc, mon idée, c'est de faire venir des musiciens qui habitent ailleurs au Québec, par exemple de la ville de Montréal, de Québec, de Drummondville, et de faire une collaboration avec les musiciens ici en Gaspésie et de présenter le plus possible de la musique traditionnelle gaspésienne à travers des ateliers, des sessions de musique traditionnelle, des concerts et des danses traditionnelles. Les ateliers de musique traditionnelle, ça va être pour surtout faire participer les élèves des écoles environnantes, notamment Miransol ou l'école de musique de Matane, qui sont des partenaires dans le projet. Et puis aussi ouvert à la population en général. Ça peut être des ateliers, par exemple, d'accordéon, d'initiation à l'accordéon, la possibilité d'emprunter un accordéon et de faire ça pour la première fois, par exemple, à travers ces ateliers. Ou ça peut être un atelier de violon, de guitare, de piano, toujours axé sur la musique traditionnelle. Mon idée, c'est de faire des concerts pour mettre en valeur les artistes invités. J'ai des super musiciens, par exemple Rachel Aucoin au piano, Sam Jacques à l'accordéon. Je vais avoir Charles Labrèche au violon. Je vais avoir aussi des gens de Québec, Lia Trémont au violon encore, aussi à la voix, elle va sûrement chanter. Il y aura Louis-Simon Lemieux, qui est un multi-instrumentiste. Donc plusieurs, je me garde des surprises, mais plusieurs artistes au menu. J'aimerais beaucoup aussi organiser des danses traditionnelles pour aller chercher toutes les générations possibles, des gens qui ont vécu les danses traditionnelles dans leur jeunesse, puis aussi aller chercher les jeunes et leur montrer ce savoir-là, ce patrimoine-là. J'ai 2 superbes calleuses, une qui s'appelle Marie Capucine et l'autre Hélène Gaulin, qui vont venir caler les danses et aussi probablement offrir des ateliers de danse pour ceux qui n'ont jamais fait des pas de danse. Ça va être moins gênant de se présenter aux soirées de danse. Dans le projet Trad Tournante Gaspésie,
Ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est un peu comme de mini-festivals ou de mini-tournées pour les artistes qui viennent en Gaspésie. Et puis, j'ai choisi à chaque fois, à chaque fin de semaine, d'aller dans 2 villes différentes. Il va y avoir Sainte-Anne-des-Monts, il y aura Matane, Bonaventure et Marsouis. Et qui sait, peut-être que d'autres villes vont se rajouter d'ici au début du projet. Les lieux que j'ai choisis, ce sont de petites salles intimistes pour accueillir de 30 à 60 personnes environ, puis donner la chance d'avoir de la musique traditionnelle, alors que dans les grandes salles, c'est peut-être un peu plus compliqué à programmer. Donc, c'est une alternative, puis de rendre ça chaleureux aussi, d'avoir des espaces où tout le monde est un petit peu collé, mais ça fait du bien, c'est des rencontres communautaires, puis on n'en a pas assez. On reste trop souvent chez soi. Alors, c'est ça, je veux sortir les Gaspésiens de leur maison. Lors des spectacles, au fond, le style de musique va varier un peu selon les artistes invités. Il y en a qui sont vraiment collés sur la musique gaspésienne, comme par exemple le Tour de la Gaspésie, qui est un projet de Liette Raymond et Louis-Simon Lemieux. Par contre, il y en a d'autres qui sont plutôt contemporains, avec une vision très originale, authentique. Je pense par exemple à Paruline, qui va aller aussi dans la chanson, accompagnée de bouzouki, donc un peu plus poussé vers notre répertoire d'aujourd'hui. C'est la belle Françoise Auguet au chant s'en est allée danser. C'est la belle Françoise Auguet au chant s'en est allée danser. Donc, l'année passée, aux Journées de la culture, j'avais invité Charles Labrèche et Martin Henry, qui fait aussi partie du projet Trad Tournante Gaspésie, et c'était le point d'origine qui m'a fait tellement apprécier les danses traditionnelles, le fait qu'on peut faire de la musique gaspésienne en territoire gaspésien, que j'ai décidé d'en amener plus et plus souvent, en fait. Avec l'ensemble Cavaz, qui est un trio, il y a un très beau mélange qui est en lien un peu avec la Gaspésie, parce que le répertoire Gaspésie, on a des origines irlandaises, on a des origines écossaises, on a des origines acadiennes, puis après ça, il y a des inventions de notre cru, là, qui fait que tout ça mélangé ensemble, plus notre imagination, c'est le répertoire québécois gaspésien. Mais avec Cavaz, ils ont le côté irlandais, ils ont le côté breton, parce qu'il y a un flûtiste qui vient de Bretagne, et ils ont le côté plus américain, parce qu'il y a le guitariste, dans le fond, il est du Vermont. Donc, ça fait un très beau mélange. Et encore une fois, j'essaie d'équilibrer la programmation avec des gens d'ici, des gens d'ailleurs, et d'avoir une belle variété. C'est tout pour le Bulletin des régions cette semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.